Bonjour, bienvenue à ce webinaire du CAGI et de la filière sciences politiques de l'Université des Antilles. Un webinaire consacré aujourd'hui à la question vaccinale, au comportement vaccinal des étudiants. Alors, le CAGI est le pôle Guadeloupe du laboratoire caribéen de sciences sociales, équipe d'accueil de la filière sciences politiques. Et donc, la collaboration entre le CAGI et cette filière sciences politiques est sans surprise. Cette collaboration prend la forme aujourd'hui d'une étude sur le comportement vaccinal des étudiants. Ils sont 4 ce matin à nous présenter cette étude. Ils sont 4, mais également représentatifs de cette filière, puisqu'il y aura des étudiants de la licence, des 4 niveaux de diplôme, licence, master et doctorat. Alors, je laisse le soin d'Anaïs Roussas de présenter à la fois l'étude et les intervenants. Ensuite, après les 3 interventions, les 4 interventions, nous aurons un débat avec la salle, ensuite avec le Zoom. Alors, je vous rassure, je suis avec vous jusque-là. Pas de problème, pas de stress, nous sommes ensemble là. Très bien. Donc, Anaïs, vous avez la parole pour nous présenter à la fois l'objectif de l'étude, mais également les personnes qui ont contribué à cette étude. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Anaïs Roussas. Effectivement, comme l'a dit M. Reynaud, je fais partie de l'équipe des 4 étudiants de la filière sciences politiques qui avons réalisé cette enquête. Donc, je ne suis pas seule. Il y a Nicolas Parvin, Lucille Bonnet et Océane Georges. Donc, rapidement, l'enquête a porté sur un échantillon de 400 étudiants répartis sur les différentes composantes du site universitaire de Guadeloupe. Et elle s'est déroulée entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021. Donc, notre objectif à travers cette enquête était d'avoir une meilleure connaissance du comportement des étudiants face à la pandémie, mais aussi notre objectif était de dresser un profil sociologique du vacciné et du non-vacciné étudiant. Pour cela, les variables classiques correspondant aux questions signalétiques ont été retenues, donc à savoir l'âge, le sexe, auxquels nous avons ajouté les catégories socio-professionnelles des parents. Sur ce dernier point, nous avons voulu vérifier si le comportement vaccinal pouvait être corrélé à la condition sociale et à l'influence des parents. Donc, il s'agit d'une enquête, comme je l'ai dit, qui s'est déroulée sur le site universitaire du pôle Guadeloupe, qui comprend 6 composantes. Donc, la faculté des sciences juridiques et économiques, donc la SJE auquel nous nous situons actuellement, qui comprend la filière sciences politiques. Une faculté des sciences exactes et naturelles à Seine, la faculté de médecine, les STAPS, tout situé sur le campus de Fouilleul. Mais aussi, il faut ajouter l'INSPE, situé sur le campus de Morne-Ferré, au centre de Pointe-à-Pitre, et la faculté des humanités localisée en Basse-Terre. Donc, un des intérêts de cette étude était de vérifier si le comportement sanitaire des étudiants était transdisciplinaire ou si, au contraire, il variait avec le type d'étude. Par exemple, nous nous sommes posé la question, est-ce que le comportement d'un étudiant de médecine est-il identique ou différent de celui d'un étudiant d'une autre composante? Autrement dit, y a-t-il un déterminisme disciplinaire qui expliquerait qu'un étudiant de médecine, par exemple, soit prédisposé ou amené à adopter un comportement favorable à la vaccination? Autre question intéressante, l'étudiant juriste est-il devenu légaliste au point de se conformer à la législation contestée sur la vaccination? Autant de questions, autant de possibilités qui ont guidé notre choix d'avoir une enquête qui comprenne 17 questions. Donc, après avoir présenté notre échantillon, nous exposerons le statut vaccinal des étudiants afin d'identifier le profil de l'étudiant vacciné et de l'étudiant non vacciné. Ensuite, nous présenterons les déterminants sociologiques, les raisons et motivations associées au comportement des étudiants. Et la présentation de l'échantillon sera faite par Nicolas Parvin, étudiant doctorant plutôt de la filière sciences politiques. Le statut vaccinal des étudiants sera exposé par Lucille Bonnet, étudiant en 3e année de licence de sciences politiques. Et enfin, la dernière partie consacrée aux déterminants, motivations et raisons du comportement étudiant sera présentée par Océane Georges du Master 2 de sciences politiques. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nicolas Parvin qui va nous présenter l'échantillon.
D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, pour qu'une enquête soit valide sur l'étude de la population étudiante du pôle Guadeloupe, il fallait que cet échantillon soit tout au moins représentatif de cette population étudiante. Donc, nous avons choisi d'aborder les parents des étudiants en distinguant la mère du père, en raison principalement de l'existence dans la population guadeloupéenne de nombreuses familles monoparentales reposant pour l'essentiel sur des femmes. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, celles-ci ont été qualifiées de potomitans, que l'on peut traduire par pilier central. Cette expression est discutée, voire refusée, notamment par des courants féministes qui considèrent que cette image est loin de valoriser la femme et la conforte dans une position d'inégalité et d'exploitation par rapport aux autres. Donc, nous verrons que notre échantillon n'est pas représentatif de la population guadeloupéenne par rapport au CSP des parents. En effet, les CSP supérieurs sont surreprésentés dans notre enquête. Sur les mères des étudiants, 15% de ces mères sont des cadres et professions supérieures dans notre échantillon. Ces CSP ne regroupent que 4,4% de femmes dans la population de la Guadeloupe. Donc, on est au triple dans notre échantillon. Concernant les autres CSP, les écarts entre les données de l'INSEE et notre échantillon sont plus faibles. Les professions intermédiaires occupent 19,5% de femmes dans notre enquête contre 13,3% de femmes dans la société guadeloupéenne. La remarque vaut aussi pour les femmes artisanes, qui représentent 5,8% dans notre enquête contre 2,8% dans la société guadeloupéenne. On observe une légère sous-représentation des mères employées dans notre enquête, 23,3% contre 25,8% des femmes guadeloupéennes employées. En revanche, il y a une forte sous-représentation des femmes appartenant au CSP inférieur dans notre échantillon, ce qui correspond à la tendance des données de l'INSEE. Agricultrice, 0,8% contre 0,3% d'après l'INSEE. Ouvrière, 1,3% contre 3,5% en Guadeloupe. Artisane, 5,8% contre 2,8% d'après l'INSEE. L'écart est plus important à propos des mères sans activité professionnelle. Elles représentent 16,8% dans notre échantillon contre 26,4% dans la société guadeloupéenne. Il existe un écart très important quant au pourcentage de mères retraitées. En effet, ces femmes ne représentent que 3% dans notre enquête contre 23,1% en Guadeloupe. Qu'en est-il de la répartition des étudiants par profession du père? On remarque une surreprésentation des CSP supérieurs. Notre enquête est composée de 18% de pères cadres, contrairement à 5,3% d'hommes cadres en Guadeloupe. On remarque une légère surreprésentation de certaines CSP. Alors, je précise catégorie socio-professionnelle à tout hasard. Les artisans, 10,4% dans notre enquête contre 7,4% d'hommes artisans guadeloupéens. Les agriculteurs, c'est assez faible dans les deux cas, 1,8% dans notre enquête contre 1,5% d'hommes agriculteurs guadeloupéens, ainsi que les professions intermédiaires. Le plus important également, c'est une sous-représentation flagrante de certaines CSP inférieures, comme les retraités, qui ne représentent que 9,9% de pères dans notre enquête, contrairement à 22,9% d'hommes retraités en Guadeloupe.
Les pairs sans activité professionnelle, que l'on retrouve à seulement 5,1% dans notre enquête, contrairement à 23,7% d'hommes guadeloupéens sans activité professionnelle. Que veulent dire tous ces chiffres? Simplement que les CSP des parents des étudiants représentent une certaine répartition spécifique de la population. Autrement dit, qu'on n'a pas les mêmes proportions que celles que l'on retrouve dans l'ensemble de la population. Il y aura donc une spécificité de la population étudiante du point de vue des CSP, des catégories socio-professionnelles des parents. En revanche, et c'était l'une des conditions de la scientificité de notre enquête, notre échantillon tend à être représentatif de la répartition des étudiants par composante du pôle Guadeloupe. Cette représentativité de l'échantillon par composante est perceptible à travers certains chiffres. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'échantillon compte 400 étudiants interrogés. Sur ces 400 étudiants, il y avait 115 hommes, soit 28,8%, et 282 femmes, soit 70,4%. Et 3 autres qui se disent non-binaires, soit 0,8%. Nous avons 209 vaccinés et 190 non vaccinés de l'échantillon et une sans réponse. Le nombre d'étudiants par composante dans l'échantillon est de 129 dans la faculté des sciences juridiques et économiques, 90 dans la faculté des sciences exactes et naturelles, 89 dans la faculté de médecine, qui sont les 3 facultés les plus peuplées par inscrits du pôle Guadeloupe et qui sont également les 3 facultés les plus représentées dans notre échantillon d'enquête. Autrement dit, nous sommes sur des proportions analogues par rapport à la population étudiante du pôle Guadeloupe, d'où la représentativité par composante de notre échantillon. On peut poursuivre dans le détail. Il y a 41 étudiants de l'INSPE, 28 de STAPS et 23 de la faculté des humanités. Autrement dit, nous avons en proportion 23% pour la faculté SJE, 26% pour la faculté SEN, 14% pour la faculté STAPS. On est sur des proportions analogues à celles des inscriptions en Guadeloupe. C'est là le principal élément d'information de cette analyse. Maintenant, la représentativité de l'échantillon par genre. Entre la répartition homme-femme est également analogue à celle de l'université, puisqu'on retrouve une très forte majorité de femmes par rapport aux hommes. En effet, dans notre enquête, 70,4% des étudiants ayant répondu sont des femmes, contre 28,8% pour les hommes. Mais sur ce point, la répartition homme-femme de notre enquête se rapproche en effet de celle des étudiants du site universitaire de Guadeloupe, puisque 61% des inscrits sont des femmes et 38,7% sont de sexe masculin. La représentativité de l'échantillon par classe d'âge, là encore, elles sont très proches des proportions des inscrits à l'université. Autrement dit, notre échantillon est représentatif également de la population étudiante par répartition par classe d'âge. 296 étudiants, soit une majorité d'étudiants enquêtés, font partie de 2 catégories d'âge, 18-21 ans et 22-25 ans. Ils correspondent à 74% d'étudiants inscrits à l'UA. Ce taux est donc très similaire à celui du pôle Guadeloupe de l'UA, soit 77,52% des étudiants qui sont compris entre 18 et 25 ans. On est à 3% de marge, ce qui est vraiment très proche compte tenu du fait qu'on travaille sur un échantillon. Donc, cela renforce le caractère représentatif de la population étudiante de l'échantillon
des étudiants qui ont répondu à notre enquête. Ce détail est important parce que cela va nous permettre de donner un profil qui pourra être considéré comme représentatif de la population étudiante, d'où l'intérêt de notre enquête. Donc, enfin, nous allons passer à la représentativité de l'échantillon par rapport au niveau d'études des étudiants. Notre échantillon comporte une grande majorité d'étudiants ayant pour dernier diplôme validé le bac, soit 53,25%, le bac plus 2 ou le DEUG, 15,25%, la licence ou bac plus 3, 12,75%. Là encore, nous sommes sur des proportions analogues par rapport à la population étudiante du pôle Guadeloupe, ce qui est également cohérent avec la répartition par classe d'âge. L'avantage d'avoir un nombre important d'étudiants de première année dans l'échantillon est la plus forte probabilité de proximité de ces étudiants avec leurs parents. L'autonomie relative des jeunes parents, des jeunes étudiants vis-à-vis de leurs parents crédibilise les hypothèses sur le lien entre le statut vaccinal et l'origine sociale et sur l'influence du contexte familial. Voilà pour cette partie de la représentativité de l'échantillon qui représente bien la population étudiante du pôle Guadeloupe. Et je laisse la suite à mes camarades. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette belle présentation. Et je vais maintenant laisser la parole à Océane Georges, qui va vous faire un état des lieux du statut vaccinal. Pardon, Lucille, excuse-moi. Lucille Bonnet, qui va vous faire un état des lieux du statut vaccinal des étudiants. Donc, elle vous présentera aussi leur choix, leur motivation, les raisons concernant ce choix. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Concernant donc, le statut vaccinal des étudiants, on a donc, au travers de toutes les données qu'on a pu récolter, essayé de faire un balayage pour établir un profil type en fait, ces étudiants qui avaient répondu concernant en fait, leur avis vis-à-vis donc, de la vaccination en général, son aspect obligatoire ou non, comme il avait été médiatisé, comme il a été fait dans certaines catégories socioprofessionnelles. Également leur opinion concernant le pass sanitaire, mais également donc, son extension à l'échelle des universités et les raisons en fait qui poussaient ces étudiants et ces étudiantes à se faire vacciner ou non et si donc, ce choix avait été influencé d'une quelconque façon. Donc, à savoir également que durant cette période d'enquête, le taux de vaccination donc, de la population étudiante était beaucoup plus important que le taux qui était présent au sein de la population guadeloupéenne dans son ensemble. Mais donc on verra par la suite que malgré le fait que ces étudiants soient majoritairement vaccinés, il y reste largement défavorable à une vaccination obligatoire. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique, on a 52,25% des étudiants qui ont répondu à notre questionnaire à être vaccinés contre 47,75%. À savoir que à la date du 29 octobre 2021, l'Agence nationale de santé publique recensait 39,9% de personnes vaccinées dans la population guadeloupéenne pour une première dose, contre 36,4% pour la seconde dose. Donc, en fait, on voit bien ici que dans les deux cas, que ce soit pour la première ou pour la seconde dose, il y a une majorité d'étudiants à être vaccinés par rapport à la population guadeloupéenne dans son ensemble. Alors, ensuite, on s'est posé la question vis-à-vis du pass sanitaire. Et donc, encore une fois, malgré le fait qu'il y ait une majorité d'étudiants à être vaccinés, on observe à 55,11% que ces étudiants sont défavorables à ce pass sanitaire, contre 41,65%. Donc, on voit également une légère abstention, de 3,24%. Mais en fait, ce résultat nous montre également qu'il n'y a pas de lien direct entre le fait d'être vacciné et le fait d'être favorable au pass sanitaire. Donc, on observe aussi des résultats encore plus frappants en ce qui concerne l'obligation vaccinale, où cette fois-ci, nous avons 79,8% des étudiants ayant répondu au questionnaire à être contre cette obligation vaccinale, contrairement à 19,2%.
Dans la réalisation du coup donc, de ce profil type, nous avons cherché à savoir quelles étaient les principales motivations en fait, donc, de ces étudiants interrogés, notamment concernant leur statut vaccinal. Donc, dans un premier temps, les raisons en fait, des étudiants favorables à cette vaccination obligatoire. Donc, on observe qu'en grande majorité, donc à 45,5%, c'est une solution en fait, pour avoir un retour à la vie normale. On retrouve également à 13% la volonté donc, de se protéger, de protéger les autres, mais également la confiance en la médecine. Ce qui est à noter, c'est qu'à 29,9%, les étudiants en fait, n'ont pas répondu, donc ils se sont abstenus concernant leur motivation vis-à-vis de leur statut vaccinal, leur accord concernant le statut vaccinal. En ce qui concerne la raison des étudiants qui étaient défavorables à la vaccination obligatoire, on remarque que les réponses en fait, sont beaucoup plus multiples, mais qu'à grande majorité, c'est l'entrave aux droits et aux libertés, donc à 48,6%. Ensuite, nous avons donc l'opposition vis-à-vis du caractère obligatoire de la vaccination. Donc, ce n'est pas la vaccination en soi, mais c'est son caractère obligatoire. Certains vont évoquer également un manque de recul vis-à-vis de l'étude pour ce vaccin, en l'occurrence, l'inefficacité de la vaccination, ou encore une campagne vaccinale qui avait été jugée mal entreprise, etc. Encore une fois, on observe qu'à 18,6% des étudiants se sont abstenus. Mais ce qu'on peut tirer donc de ces raisons, bien qu'elles soient contraires, donc que ce soit donc pour les personnes favorables à la vaccination obligatoire ou défavorables à cette vaccination, il y a toujours cet aspect donc, de volonté d'avoir un retour soit à la vie normale, donc avoir plus de liberté, ou encore, de l'autre côté, la notion de liberté vue comme étant entravée par le caractère obligatoire de cette vaccination. Ensuite, concernant l'extension du pass sanitaire à l'échelle universitaire, on se rend compte, donc à nouveau, il y a une majorité d'étudiants à être défavorables, donc à 51,7%. Contre 26,5%. Donc, on se rend compte que c'est un petit peu toujours cette même tendance que j'ai pu évoquer au début. Et encore une fois, toujours un taux d'abstention de 16,3%. Donc, par la suite, concernant leurs raisons, on a voulu savoir tout simplement pourquoi est-ce que ces personnes étaient favorables ou défavorables à l'extension du pass sanitaire. Concernant les 51,7% d'étudiants défavorables à cette extension, en grande majorité, cela est jugé comme étant une mesure discriminatoire par la suite, donc par les étudiants, et également comme étant de nouveau une entrave aux droits et aux libertés. Donc, c'est ce qui revient énormément au cours de l'enquête. Et à 17,4% étant considéré comme un outil d'obligation. Donc là encore, on retrouve cette notion de liberté qui est quelque part au cœur en fait, des réponses. Concernant concernant la réponse des 26,5% d'étudiants favorables à cette extension du pass sanitaire, de nouveau, nous avons donc cette volonté d'avoir un retour à la vie normale. Donc là, en l'occurrence, un retour à la vie universitaire normale. Et également, il y a une mise en avant du côté de l'aspect en fait, de protection que donne en fait, le caractère de la vaccination à 35,4%. Et également, donc le fait de la capacité en fait, de protéger par le biais de la vaccination à 22,9%. À savoir que donc, ces motivations s'accompagnent également de réactions sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités compétentes, où lorsqu'on leur a posé la question donc, si ces étudiants et ces étudiantes faisaient confiance aux autorités concernant la gestion de la crise sanitaire, on se rend compte qu'à 64,75%, ces étudiants ne font pas confiance aux autorités, contre 32,5% qui attribuent leur confiance envers ces autorités.
Pareil, encore donc une légère abstention, mais qui reste minime. Concernant les raisons pour lesquelles ces étudiants et ces étudiantes n'accordent pas ou accordent au contraire donc, leur confiance envers ces autorités, les raisons sont multiples. Elles sont vraiment nombreuses. De prime abord, on remarque qu'il y a quand même un taux d'abstention relativement important, donc à plus de 25%, environ 28% d'abstention. Concernant, par exemple, les personnes qui vont attribuer leur confiance envers ces autorités, on remarque que l'une des plus grandes tendances est le fait qu'en fait, ce sont des autorités compétentes et que donc, ce sont les mieux placés pour gérer du coup cette crise sanitaire. D'autres vont amener vont amener la variable que ces personnes font tout simplement de leur mieux, que ça reste des administrations, des acteurs et donc des individus, et qui font de leur mieux pour tout simplement mettre en place des mesures dans une situation qui est nouvelle et changeante. On observe également qu'il y a donc toujours ce retour de confiance en la médecine et d'obligation ou de pression sociale. Concernant l'obligation et la pression sociale, cela a été souvent renvoyé au fait que l'on attribue ou non notre confiance envers ces autorités. Cela ne changeait pas le fait que ces autorités étaient les autorités compétentes et en charge donc de gérer la crise sanitaire. Concernant les personnes n'accordant pas leur confiance aux autorités donc, compétentes, on se rend compte que donc, les raisons sont diverses. En grande majorité, il s'agit donc des défaillances à plus de 30%, où en fait, cela est renvoyé à notamment donc, l'organisation, les incohérences ou encore l'absence de consultation vis-à-vis donc, de la population. Par la suite, il y a donc le manque de prévention, qui était souvent rattaché à la variable donc, des défaillances, l'assujettissement à une même ligne de conduite et de pensée, et également de conflits d'intérêts. Concernant les conflits d'intérêts, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'étudiants pensaient qu'il y avait une prédominance trop importante de l'aspect économique vis-à-vis donc de l'aspect sanitaire ou encore social. Nous nous sommes également interrogés sur des réponses qui revenaient, alors certes en minorité, mais qui étaient intéressantes dans la mesure où elles étaient les moins médiatisées, c'est-à-dire donc à la fois donc, les conflits d'intérêts, mais également le traitement jugé différent concernant donc, les DROM, où en fait cela renvoyait à des exemples par rapport aux vagues touristiques, aux réouvertures donc, des aéroports et ce genre de choses. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait des étudiants qui s'interrogeaient ou qui parlaient en fait de variables qui étaient très, très peu médiatisées, mais qui sont, mine de rien, en fait, présentes au sein de la population étudiante, en l'occurrence. Concernant la catégorie autre, qui ne reste pas négligeable, puisqu'elle représente presque 10% donc de ce sondage, en fait, les réponses étaient beaucoup trop diverses, puisqu'elles concernaient les multiples vaccins, l'absence de résultats, l'absence de consultation de la population, etc. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'influence en fait, dans le choix des étudiants à se faire vacciner ou non. Comme on le voit, donc une majorité de 77,5% des étudiants interrogés estiment n'avoir pas été influencés dans leur choix, contrairement à 22,5% qui s'estiment avoir été influencés. Donc, forcément, on s'est penché donc, sur les personnes qui pensaient avoir été influencées, donc les 22,5%, et les raisons pour lesquelles ils avaient été influencés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc plusieurs raisons à cela. Donc, il y avait forcément donc, les parents à 32,95%, qui est donc un résultat non négligeable. Et comme l'a évoqué Nicolas Parvin au début de la présentation, cela peut se justifier par le fait qu'une majorité des étudiants ayant répondu à ce questionnaire ont validé pour dernier diplôme le bac et donc peuvent se retrouver potentiellement chez les parents. Et donc, du coup, sous une éventuelle influence, autorité ou par volonté donc, de protéger leur santé, cela a pu influencer leur choix. Ensuite, on retrouvera donc les amis et les autres étudiants, c'est-à-dire toujours un environnement
proches donc de ces étudiants qui auraient pu les influencer dans leur choix à se faire vacciner. Concernant la catégorie autre, qui est quand même très importante puisqu'elle concerne 55,68%, on ne peut faire en fait que des hypothèses sur la diversité des réponses, puisqu'il y a donc les réseaux sociaux, les médias, les journaux télévisés, les discours également des autorités qui peuvent être compris comme étant facteurs d'influence quand on choisit de se faire vacciner. Mais il ne faut pas oublier que dans son ensemble, 77,5% des étudiants interrogés estiment n'avoir pas été influencés. Merci Lucille. Donc, nous arrivons à la dernière partie de notre présentation. Et c'est Océane Georges qui va nous présenter les déterminants sociologiques du statut vaccinal des étudiants. Donc, à savoir, est-ce qu'il existe des variables sociologiques, donc leur origine sociale, l'âge, le genre ou encore le diplôme, qui contribuent à expliquer leur choix sur leur statut vaccinal. Merci beaucoup et merci à tous de nous écouter. Du coup, je vais pouvoir parler dans cette seconde partie des variables, du coup des déterminants sociologiques du statut vaccinal des étudiants. On va se demander en fait si ces variables comme l'origine sociale, l'âge, le genre ou encore le niveau de diplôme obtenu influencent ou pas la vaccination des étudiants. Donc, on va analyser ces déterminants sociologiques. Une des variables sociologiques les plus importantes, c'est l'origine sociale. On l'a étudié par rapport au CSP des pères et des mères. Donc, on a voulu vérifier si le statut vaccinal et le statut social étaient liés. Parce qu'en fait, la plupart des études sur l'impact du Covid et de la vaccination, sur les dimensions sociales de la vaccination, elles tendent à confirmer cette corrélation entre statut vaccinal et origine sociale. Et en fait, notre étude ne fait pas exception à la règle, finalement. Un autre questionnement que l'on s'est posé, c'est le taux de vaccination. Est-ce qu'il suit la gradation des classes d'âge et le dernier niveau de diplôme obtenu? En affinant notre enquête sur les diplômes aussi, il a fallu s'interroger sur les disciplines des différentes facultés et leur rapport ou pas quant au taux vaccinal des étudiants qui fréquentent ces facultés. Par exemple, on a pu se demander si les facultés de sciences ou de médecine, elles ont plus d'étudiants vaccinés ou pas. Enfin, on a voulu vérifier si le genre des étudiants avait ou pas une quelconque influence sur le comportement vaccinal. Donc, c'est ce dont je vais parler dans cette partie. Le premier, ce sera l'origine sociale et son impact sur le statut vaccinal. Donc, on a pris, comme on a dit tout à l'heure et comme Nicolas a introduit, les CSP des mères et des pères à part. Donc, le taux de vaccination, il varie avec le statut social de la mère. Sur la base des réponses reçues, il semble qu'il y ait une corrélation entre le taux de vaccination et l'origine sociale des étudiants. On voit que le taux de vaccination il est encore plus important lorsque l'on s'élève dans l'échelle des catégories socio-professionnelles. On le voit surtout à droite du graphique, donc toute cette partie-là, sauf les non-renseignés qu'on a mis quand même à droite, parce que c'est des personnes qui n'ont pas répondu sur la CSP de leur mère ou de leur père. Mais là, c'est uniquement sur les mères. Donc, les taux de vaccination chez les étudiants avec une mère cadre et profession intellectuelle est très élevé. 11,78% d'étudiants vaccinés ayant une mère cadre contre 3,26% d'étudiants non vaccinés ayant une mère cadre. Ou encore les professions intermédiaires, on le voit juste à côté, 11,03% d'étudiants vaccinés ayant une mère de profession intermédiaire contre 8,52% d'étudiants non vaccinés ayant une mère de profession intermédiaire. D'autre part, concernant les catégories socio-professionnelles défavorisées ou populaires, on retrouve une autre tendance inverse à la non-vaccination chez les étudiants. Par exemple, chez les étudiants ayant une mère sans activité professionnelle, on verra 10,53% d'étudiants non vaccinés contre 6,27% d'étudiants vaccinés. Encore une fois, on voit la même tendance par rapport à la non-vaccination chez les étudiants qui n'indiquent pas la profession de leur mère. C'est tout à droite, le 8,02% d'étudiants non vaccinés ayant une mère où on n'a pas indiqué la profession, contre 6,52% d'étudiants vaccinés pour cette même mère. Donc, ces deux CSP prises ensemble, elles représentent une majorité d'étudiants ayant des mères de CSP inférieures n'ayant pas recours à la vaccination. Donc ça concerne la CSP de la mère. Par rapport à la CSP du père, la relation entre vaccination et catégorie socio-professionnelle, la tendance observée pour la mère est la même pour le père, elle se confirme aussi. Donc le taux de vaccination des étudiants, il varie avec l'origine sociale de ces derniers.
Ceux-ci sont d'autant plus favorables à la vaccination qu'ils sont issus de catégories socio-professionnelles élevées. Donc, elle se vérifie pour les étudiants qui ont un pair de cadres et professions intellectuelles. Donc, on le voit avec 14% d'étudiants vaccinés ayant un pair de cadre ou profession intellectuelle contre 4% d'étudiants non vaccinés ayant un pair cadre. Mais également aussi pour les professions intermédiaires, donc 6,75% d'étudiants vaccinés contre 4,5% d'étudiants non vaccinés qui ont un pair de profession intermédiaire. On peut appliquer le même raisonnement aux étudiants dont les pairs sont déclarés retraités, donc ils se retrouvent là. 6% d'étudiants vaccinés ayant un pair retraité contre 3,75% non vaccinés. Donc la tendance est à une vaccination plus fréquente dans cette catégorie. Et cela peut s'expliquer aussi par rapport aux retraités par une nécessité de protéger les parents qui, en étant retraités, sont normalement plus âgés et donc ils seraient plus susceptibles de contracter des formes plus ou moins graves de la contamination. À l'inverse, comme pour les mères, les taux les plus élevés de non-vaccination se retrouvent chez les enfants de pères, ouvriers, employés et professions non indiquées. Donc ce sera plus à gauche, sans activité professionnelle, ouvriers et employés. Donc, et concernant la dernière catégorie que j'ai citée, donc sans activité professionnelle, non, c'est non renseigné, pardon, c'est celle qui est tout à droite. C'est là où on va retrouver le plus d'étudiants ayant un père non renseigné, enfin, qu'importe la profession du père, c'est là où on va retrouver le plus d'étudiants non vaccinés. Donc, c'est vraiment très contrasté par rapport à 14,25% d'étudiants non vaccinés contre 9% d'étudiants vaccinés ayant un père sans catégorie socio-professionnelle renseignée. Donc, on peut se demander finalement, derrière cette catégorie où on ne renseigne pas la catégorie ou la profession de nos pères, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que ce serait une profession parentale honteuse aux yeux des enfants, du chômage ou autre? Dans tous les cas, il est fort à parier qu'il s'agit de personnes dont la condition sociale correspond principalement à celles situées dans les niveaux inférieurs de l'échelle sociale, ce qui conforterait l'hypothèse d'une forte corrélation entre non-vaccination et faible niveau de revenus ou situation de chômage ou situation précaire, dans tous les cas. Car dans cette catégorie non renseignée, donc on constate moins d'étudiants vaccinés, mais c'est aussi le cas pour les CSP des mères. C'était le même constat. Donc, par rapport aux CSP des mères et des pères, on peut faire le constat qu'une corrélation forte existe clairement entre les taux de vaccination des étudiants interrogés et les CSP des parents, donc les deux confondus. On peut donc avancer l'hypothèse d'une éventuelle prédisposition à se faire vacciner des étudiants ayant des parents de catégorie supérieure ou intermédiaire. À l'inverse, il y aurait éventuellement une prédisposition à ne pas se faire vacciner pour les étudiants ayant des parents de CSP inférieurs. Une autre variable qu'on a voulu analyser et tester, c'est la variable de l'âge. Donc là, on va voir les taux d'étudiants vaccinés par catégorie d'âge. Donc les classes d'âge 18-25 ans, qu'on verra 18-21 et 22-25, donc on les a mis ensemble. C'est celles qui regroupent le plus grand nombre d'individus inscrits à l'université, mais aussi interrogés dans notre enquête. Donc, c'est les plus nombreuses également à être vaccinées. Donc, on le voit au niveau des pourcentages, 45,76% vaccinés et 22,63%. Là, c'est rapporté, en fait, c'est rapporté à la variable là, donc ce sera là. Au niveau du 100, il y a environ 105 étudiants en 18-21 à se faire vacciner et environ 40 étudiants en 22-25 à se faire vacciner. Donc, c'est rapporté sur l'âge, donc c'est différent. Par rapport à ces catégories-là, ça conforte le constat majeur de cette étude selon lequel les étudiants, dans notre enquête, ont fait le choix de se vacciner majoritairement. Néanmoins, il est important de discerner une tendance par rapport à la catégorie d'âge 18-21 ans, parce qu'on voit qu'ils sont plus non vaccinés que vaccinés. Et ça pourrait également s'expliquer, comme on en a parlé avec Lucille ou encore Nicolas Parvin, c'est le fait que ces étudiants, à cet âge-là, ils sont plus proches de leur famille et du coup, il y aurait quand même une sorte d'autorité familiale ou un cercle familial proche qui pourrait du coup influencer ou pas cette vaccination. Par rapport aux autres tranches d'âge, on voit que la tendance est beaucoup plus lourde et forte chez les étudiants de 40, 49 ans et 50 ans et plus. Ils ne sont pas très nombreux, mais dans ces tranches-là, ils sont tous vaccinés. Après, ça peut s'expliquer aussi par rapport au fait qu'on préconisait le vaccin chez les personnes un peu plus âgées. Donc, ça explique sûrement cela.
Par rapport à une autre variable, c'est par rapport au genre. Donc, du coup, est-ce que si on est un homme ou une femme, on se fait davantage vacciner ou pas? Rapporté d'une part à l'échantillon total de notre enquête, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, on l'a vu, c'était une variable de 280 environ par rapport aux hommes. Et numériquement parlant, elles sont plus nombreuses. Donc, elles sont plus nombreuses à être vaccinées. Donc, on le voit au niveau des taux. Voilà, elles sont 150 environ à être non vaccinées. Et les hommes, c'est environ 40 étudiants. Mais par rapport uniquement au genre, on voit du coup que les hommes sont majoritairement vaccinés, 64,35% contre 35,65% d'hommes non vaccinés, par rapport aux femmes qui du coup sont légèrement moins vaccinées que les hommes. Donc le taux de non-vaccination chez les femmes, il est plus élevé de 5 points par rapport aux hommes. Il y a eu un commentaire. Par rapport au niveau de diplôme, on s'est demandé du coup si le dernier niveau de diplôme acquis influençait ou pas le taux de vaccination. Est-ce qu'on se vaccine si on a un bac plus 2 ou si on a un bac seulement? Donc, il semble que le taux de vaccination, il évolue avec le niveau d'études. Si les titulaires du bac comptent plus de non-vaccinés que de vaccinés, à partir de la deuxième année, donc bac plus 2, le nombre de vaccinés tend à dépasser le nombre de non-vaccinés. Cela peut également se rapprocher de la variable de l'âge, comme on a vu tout à l'heure. Plus on a un âge élevé, plus on va se faire vacciner. Et ça se rapporte finalement au niveau de diplôme obtenu. Par rapport à la variable des composants disciplinaires ou plutôt des facultés, donc on a vu qu'on a interrogé plusieurs facultés au sein de notre enquête. Donc on a voulu se demander, est-ce que telle faculté, il y a plus d'étudiants vaccinés ou pas par rapport, par exemple, à la faculté de médecine? Donc on a eu plusieurs constats. C'est que le nombre de vaccinés il est supérieur au nombre de non-vaccinés dans les facultés de médecine, de sciences exactes et naturelles, SEN, donc ce sera là, mais également en ITSP, donc Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et à l'inverse, on est moins vaccinés en SJE, donc la science juridique et économique, là où on est actuellement, STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, et à la faculté des humanités, Roger Thomson. Donc, concernant le premier constat, l'écart au profit des vaccinés est plus conséquent en médecine. Dans cette faculté, on retrouve 65,17% d'étudiants vaccinés contre 34,83% d'étudiants non vaccinés. Et concernant le second constat, l'écart du profit des non-vaccinés est le plus important à SJE parce que c'est là où on compte le plus d'étudiants. Donc, ce n'est pas les chiffres les plus hauts par rapport à d'autres facultés, mais c'est là où on va retrouver le plus d'étudiants. Ils sont environ 75, voire plus, presque 80 étudiants non vaccinés. Et on retrouve du coup un pourcentage de 60,47% de non vaccinés contre 39,53% de vaccinés étudiants en SJE. Donc, en majorité, les deux facultés, elles sont défavorables à la vaccination obligatoire, ce qui suit la tendance globale concernant notre enquête, comme quoi la majorité des étudiants sont défavorables à la vaccination obligatoire. Néanmoins, concernant la faculté de médecine, on pourrait comprendre une plus grande proportion d'étudiants qui seraient favorables à une vaccination obligatoire, parce qu'ils sont liés à ce domaine-là disciplinaire, finalement. Donc, il y a 28,4% d'étudiants favorables à la vaccination obligatoire en faculté de médecine, contre 71,6%. Et en SJE, ils sont seulement 13,2% de favorables à la vaccination obligatoire. Donc, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment en faculté de médecine, ils ont des stages obligatoires qui leur imposaient du coup une vaccination obligatoire pour les effectuer, mais aussi la croyance en la médecine, toutes ces raisons diverses qu'on a citées auparavant et qu'on va continuer à expliquer au fur et à mesure. Mais dans l'autre sens, on retrouve 86,8% de non favorables à la vaccination obligatoire en SJE, pour les étudiants de la faculté de la SJE, qui sont des chiffres moins importants en faculté de médecine, comme j'ai dit tout à l'heure, 71,6%. En fait, la seule nuance finalement concernant ces taux de vaccination qui sont un peu différents, même s'ils sont majoritairement défavorables, c'est les arguments qui sont derrière. En médecine, on retrouvera davantage des raisons scientifiques finalement, alors qu'en SJE, on retrouvera des arguments juridiques par rapport au droit de disposer de son corps, le respect des libertés individuelles et fondamentales, mais aussi le manque de recul concernant le vaccin. Dans cette troisième et dernière partie que je vais expliquer, on va parler des motivations et des raisons qui gravitent autour de la question vaccinale. Pourquoi les étudiants se font vacciner ou pas?
dans notre faculté, dans les différentes facultés. Nous nous demanderons alors si la confiance accordée aux autorités pour la gestion de la crise, est-ce qu'elle a un lien avec une plus grande proportion à se faire vacciner? Par exemple, est-ce que les étudiants qui font confiance aux autorités, ils vont se faire vacciner ou pas? On va aussi s'interroger sur est-ce que les étudiants vaccinés sont-ils favorables ou pas au pass sanitaire, ainsi que l'inverse, est-ce que les étudiants non vaccinés sont-ils défavorables à ce dispositif? Donc, on va croiser tout le temps des variables comme ça pour chercher finalement des corrélations entre ces variables différentes. On va aussi se demander, est-ce que les étudiants sont favorables ou pas à la vaccination obligatoire en étant eux-mêmes vaccinés? Et enfin, on a demandé aux étudiants pourquoi ils étaient vaccinés, afin de distinguer les principales raisons, mais aussi de montrer des raisons plus spécifiques au cas individuel et au contexte des individus, finalement. Donc, le premier, c'est le statut vaccinal en fonction de la confiance. Donc, on a croisé les questions. Est-ce que vous êtes vacciné et est-ce que vous faites confiance aux autorités pour gérer la crise sanitaire? Donc là, c'est les variables qui ont été utilisées pour ce tableau-là. Donc, on retrouve davantage d'étudiants vaccinés faisant confiance aux autorités pour gérer la crise sanitaire, soit 25,5%. Seulement 7% des étudiants non vaccinés se retrouvent à faire confiance aux autorités, d'autre part, pour gérer la crise sanitaire. Et à l'inverse, du coup, on retrouve énormément d'étudiants non vaccinés, 39% d'étudiants non vaccinés qui ne font pas confiance aux autorités pour gérer la crise sanitaire, mais aussi des étudiants vaccinés qui ne font pas confiance aux autorités pour gérer cette crise. Ils sont de 25,75%. En fait, ça veut seulement dire que l'acte de vaccination, il n'est pas conditionné par rapport à la confiance préalable que l'on accorde aux autorités. Parce qu'on voit très bien que des individus, des étudiants interrogés, vaccinés, ne font pas confiance aux autorités alors qu'ils ont fait le choix eux-mêmes de se vacciner, en fait. Néanmoins, les constats les plus flagrants, c'est les suivants. Une majorité d'étudiants non vaccinés ne font pas confiance aux autorités, 39%, et les étudiants vaccinés ou pas, les étudiants vaccinés, qui fassent confiance ou pas aux autorités, c'est un constat plus ou moins similaire parce qu'on est 25,5% pour des vaccinés qui font confiance contre 25,75% d'étudiants vaccinés qui ne font pas confiance aux autorités. Donc, ils se partagent vraiment finalement la confiance ou pas aux autorités malgré leur statut vaccinal positif. Enfin, une autre variable croisée, c'est le statut vaccinal en fonction du pass sanitaire. Donc, est-ce que vous êtes vacciné et est-ce que vous êtes favorable ou pas au pass sanitaire? On retrouve davantage d'étudiants vaccinés favorables au pass sanitaire, donc 34%, contre 7,75% d'étudiants non vaccinés qui sont favorables au pass sanitaire. Et dans ce sens, on distingue plus d'étudiants non vaccinés défavorables au pass sanitaire, ce qui peut se comprendre parce que ça n'irait pas forcément en leur sens. Ils sont 39,25%. Et ils sont 16% d'étudiants vaccinés qui sont défavorables au pass sanitaire, malgré leur statut vaccinal, finalement. Ainsi, par les résultats de notre enquête, on peut avancer qu'il existe un certain lien de causalité entre statut de vaccination et acceptation du pass sanitaire. On voit qu'une majorité des étudiants non vaccinés sont défavorables au pass sanitaire. L'inverse se pose aussi. Une majorité d'étudiants vaccinés sont favorables au pass sanitaire également. Par rapport aux troisième variable croisée, on va se questionner par rapport à la vaccination et le statut obligatoire de la vaccination. Donc, est-ce que vous êtes vacciné et est-ce que vous êtes favorable ou pas à la vaccination obligatoire? Donc, on va retrouver beaucoup d'étudiants défavorables à la vaccination obligatoire, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés d'ailleurs, mais beaucoup d'étudiants non vaccinés sont défavorables, 46,75%, et des étudiants vaccinés, 33,25% sont défavorables. On distingue seulement 4 étudiants non vaccinés favorables à la vaccination obligatoire. Donc, ils sont 1% de l'échantillonnage, ce qui est vraiment très léger, contre 18,25% d'étudiants vaccinés favorables à la vaccination obligatoire. Enfin, on va parler des raisons qui poussent les étudiants à se faire vacciner ou pas. Donc là, ce n'est même pas une question d'influence, mais c'est vraiment pourquoi ils ont décidé de se faire vacciner ou pas. Donc, les 3 raisons principales de la vaccination avancées par les étudiants sont les suivantes. La première, c'est la protection de sa personne, mais aussi des proches, à 45,03%. Donc, c'est le graphique bleu, c'est la partie bleue. La liberté de circulation, notamment de déplacement, s'élève à 23,10%, et c'est la deuxième raison, elle est en jaune. Elle peut être justifiée de plusieurs manières, parce qu'en fait, on est en Guadeloupe, donc on est un territoire insulaire,
Pour se déplacer, il fallait forcément prendre soit l'avion, soit le bateau. Et ça impliquait forcément un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 24 heures ou 48 heures. Donc, ça expliquait aussi pourquoi les étudiants se faisaient vacciner pour se déplacer. Enfin, la troisième raison principale, c'est la confiance en la médecine, 16,37% qui est en rouge, donc qui peut aussi être croisée avec la variable étudiant en faculté de médecine. Donc, on s'est demandé, est-ce que cette variable-là, confiance en la médecine de 16,37%, elle regroupe énormément d'étudiants en médecine parce que c'était un peu la raison un peu obligatoire, le caractère obligatoire des stages en médecine. On se questionnait par rapport à ça. Et en fait, sur 58 étudiants interrogés en faculté de médecine, il n'y en a que 12 qui ont estimé faire confiance en la médecine concernant le vaccin. Et on peut également aussi croiser la raison de l'obligation sociale, qui était de 5,56%, c'est en marron sur le graphique, avec la variable étudiant en faculté de médecine, pour se demander du coup, est-ce que les étudiants en faculté de médecine se faisaient vacciner par rapport à cette obligation sociale. Et en fait, ils ne sont que 8 étudiants sur 58 à être vaccinés par rapport à cette obligation sociale. Par rapport aux raisons des étudiants non vaccinés, on retrouve majoritairement le manque de confiance envers le vaccin, qui est de 38,36%, c'est la variable en rouge, mais aussi le manque d'information et la manipulation de ces dernières, les informations, de 32,88% qui est en jaune, mais également les libertés, notamment le choix de ne pas se faire vacciner, qui est de 14,61% en bleu. Donc ça, c'est les raisons principales des étudiants pour ne pas se faire vacciner. Voilà, j'ai fini ma partie. Merci beaucoup, Océane. Donc, effectivement, on arrive au terme de notre exposé. Et au nom du CAGI et de la filière sciences politiques, je tenais déjà à remercier tous les étudiants qui ont fait partie de cette équipe, donc Nicolas, Océane et Lucille. Je tiens aussi à remercier tous les étudiants qui ont accepté de répondre à notre enquête, et aussi M. Fred Reynaud, notre professeur qui nous a accompagnés tout le long et qui l'a supervisé également. Donc maintenant, si vous avez des questions, des observations, nous sommes à votre écoute et on se fera un plaisir de vous répondre. On peut regarder les commentaires. Il y a Stéphanie Mulot qui veut poser une question. On commence d'abord par la salle. Je vous prie de patienter, Madame Mulot. Aujourd'hui, nous avons une information concernant la vaccination. Voyez-vous, alors, c'est... Parce que je vous félicite déjà pour la réactivité de ce sujet aujourd'hui. L'enquête se fait de septembre à octobre 2021. L'obligation vaccinale arrivée. Et pour compléter sa question, maintenant, relâche à l'espace par le mai et juillet, c'est pas écrit sans définir le comité de à la limite, même cette obligation et l'aura proche. Alors, je ne sais pas si les auditeurs du Zoom entendent les questions. Peut-être qu'il serait utile de les répéter. Alors, en présentiel, il a été demandé, au regard des avancées de la connaissance sur le vaccin, est-ce qu'on prévoyait de faire une nouvelle enquête? Et en complément de question, il a été salué la réactivité de notre enquête qui s'est déroulée de septembre à octobre 2021, à l'heure où l'obligation vaccinale faisait cours, et de savoir s'il était possible de réinterroger ces mêmes étudiants pour connaître l'évolution de leur rapport à la vaccination. Voilà, en résumé, les deux questions qui nous ont été posées. Alors, effectivement, je me suis moi-même posé cette question.
concernant les réponses qui auraient été faites aujourd'hui. Il y a eu effectivement des avancées sur les études du vaccin. Je ne suis pas scientifique spécialisé dans la médecine, donc je vais éviter de me prononcer sur le vaccin en lui-même. En revanche, effectivement, au regard des avancées en termes d'information, on peut se demander si le motif principal qui avait été évoqué par les étudiants, à savoir protéger les autres, serait toujours avancé aujourd'hui. Pour répondre à la seconde question, enfin, pour répondre aux deux questions, je ne sais pas si une seconde enquête serait possible. Je pense que techniquement, ce serait possible, éventuellement. Mais par rapport à la deuxième question, je pense que c'est impossible de réinterroger les mêmes personnes d'un point de vue juste logique, dans le sens où c'est des personnes qui ont répondu à un questionnaire en ligne et qu'on ne peut pas… En fait, ça fausserait la scientificité de l'échantillonnage de reprendre exactement ces mêmes personnes-là. Et puis, ça serait très long, 400 étudiants, pour les reprendre individuellement et leur redemander ces mêmes questions-là. Donc, ce serait dans tous les cas d'autres personnes. Peut-être certaines vont reprendre ce questionnaire et y répondre également, mais ça serait quand même dans tous les cas d'autres réponses différentes par d'autres étudiants. Mais l'ouverture sur une seconde enquête est toujours possible en fonction de si elle est désirée ou pas par les personnes qui auront vu du coup les résultats déjà de la première, je pense. L'enquête a été faite dans un but, une enquête de votre travail, mais c'est informatique. Monsieur Reynaud. Non, si je dois intervenir, je ne vais pas venir intervenir, c'est de la pierre d'étudiant. Non, c'est une enquête qui a été faite par des étudiants de la filière Sciences politiques. Parce que j'estime que votre rôle, c'est aussi d'intervenir au moment où c'est nécessaire. Nous avons été étudiants de Sciences politiques qui apprennent des choses, qui expliquent des choses. On a pensé qu'il était souhaitable qu'ils mettent au service de leur connaissance sur ce dossier-là. Mais ça n'a pas d'objectif particulier, il n'y a pas de commande. Ça n'a pas été payé par une collectivité ou de faire, on a formé avec le moyen. Et c'est à titre informatique, mais dans une logique de recherche scientifique. Très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, il était demandé les objectifs, les raisons pour lesquelles nous avions fait cette enquête. Eh bien, nous sommes un laboratoire scientifique qui s'intéresse à tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et il était opportun et aussi important, scientifiquement parlant, de comprendre le rapport des étudiants à la vaccination, tout simplement. Question de Mme Mulot. Alors, Madame Mulot, nous vous invitons à poser votre question. Merci de votre patience. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'avoir pu suivre cette présentation. Je voudrais vous féliciter déjà pour le travail réalisé parce qu'on imagine que ça a dû être beaucoup de travail. Enfin, 400 questionnaires, c'est à exploiter, c'est beaucoup de travail. Vous en êtes très, très bien tiré là à l'oral. Donc vraiment, déjà, je commence par de grandes félicitations. Comme j'ai moi-même réfléchi et travaillé sur ces questions de la vaccination, j'ai quelques remarques dont l'objectif est d'être constructive. Hein. Donc, il y a des remarques et des questions. Je ne sais pas si vous pourrez répondre parce que j'ai bien compris que voilà, vous aviez ciblé sur certaines questions et priorités. Mais en tout cas, bon, je vous propose des remarques. Alors, sur toute votre partie sur la représentativité, d'ailleurs, il y a eu dans le chat une remarque d'Aurélie Roger et puis de quelqu'un d'autre qui sont tout à fait essentielles, je pense. D'un point de vue sociologique, on se demande pourquoi vous tenez à montrer la représentativité de votre échantillon par rapport à la population générale, ce qui n'a pas lieu d'être en fait. C'est pas grave, enfin, c'est pas ça le sujet. Est-ce que votre, enfin, il me semble, enfin, vous êtes préoccupé par ça, mais je pense que c'est pas si important. Alors que ce qui est important, c'est déjà, est-ce que votre échantillon il est représentatif des étudiants de l'université?
sachant que les étudiants qui vont à l'université ne représentent pas la population générale, puisqu'il y a un filtre, il y a des biais, il y a des inégalités sociales dans l'accès à l'université. Donc, je pense que si vous aviez accès à des données sur les origines des étudiants, peut-être vous pourriez plus caractériser la représentativité ou pas de votre échantillon par rapport à l'ensemble des étudiants de l'université. Par ailleurs, je trouve que quand vous faites les tris croisés, je pense qu'il y aurait une étape peut-être avant d'être dans les analyses croisées, ce serait de montrer vraiment directement, par exemple, l'influence de la CSP sur le choix de la vaccination. Parce que là, comme c'est une analyse par répartition, on voit comment se répartissent tous les étudiants vaccinés ou non vaccinés, mais peut-être commencer par une analyse univariée, en quoi la CSP modifie le choix de la vaccination ou pas, ou le rapport au pass vaccinal ou à l'obligation vaccinale, avant de le faire en croisement. Le fait, par exemple, que vous ayez des CSP plus jeunes, on va dire, enfin plus, ou les retraités, les CSP des parents où figurent moins de retraités, je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. C'est juste normal. Vous avez une population jeune. Donc, les parents de cette génération ont entre 45 et 50 ans. Donc, c'est juste normal qu'ils soient moins retraités. Enfin, par contre, je pense que ça implique de s'interroger sur un facteur que vous n'avez pas pu questionner, c'est est-ce que le fait d'avoir parmi ses proches des personnes extrêmement concernées, enfin extrêmement vulnérables au Covid, a pu modifier le rapport à la vaccination. Du coup, mes remarques là portent maintenant sur les facteurs que vous avez retenus pour analyser le rapport à la vaccination. Et je voudrais vous en suggérer aussi d'autres. Je ne sais pas, enfin, ça n'a pas dû être forcément possible, mais c'est voilà, des suggestions pour ouvrir la discussion. Déjà, vous l'avez rappelé, vous avez fait cette enquête en septembre-octobre 2021, c'est-à-dire qu'on n'était pas sorti de la 4e vague, qui a été la plus meurtrière. C'est la mortalité en Guadeloupe est la plus haute de toute la France à cette période, depuis le début de la pandémie. Donc, peut-être qu'il y avait un facteur aussi qui était, est-ce que le fait d'avoir eu dans son entourage des personnes qui sont mortes du Covid n'a pas aussi orienté le rapport à la vaccination, peut-être plus que l'origine sociale. Alors, je sais que ce n'est pas votre enquête, hein, mais voilà. Le fait d'être concerné par un problème de santé, est-ce que vous aviez envisagé éventuellement ça? C'est-à-dire être soi-même avec d'éventuelles comorbidités. Le type d'accès à l'information, est-ce que vous avez peut-être des éléments là-dessus? Parce que dans le fait, vous avez souligné que les étudiants ne se sentent pas forcément influencés. Mais ne pas se sentir influencé ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Et plus on est influencé, moins on s'en rend compte, parce que plus l'influence est efficace. Et plus on est conditionné, moins on a l'impression d'être influencé. Et donc, ça a été dit, peut-être que dans la catégorie autre, il y a peut-être des médias sociaux, mais pourquoi pas aussi interroger les enseignants. Vous avez suggéré que, par exemple, les enseignants de SJE les étudiants de SJE sont peut-être plus nuancés concernant la vaccination parce qu'ils s'interrogent en termes de droits et de liberté. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi interroger le fait que leurs propres enseignants se sont mobilisés et ont eu des discours extrêmement réservés concernant la vaccination, notamment en fondant le Conseil caribéen pluridisciplinaire citoyen. Donc, voilà, quelques éléments pour ouvrir sur la discussion. Je ne sais pas si vous avez des compléments, mais en tout cas, voilà, merci vraiment beaucoup pour cette présentation qui apporte des données factuelles. Et puis, juste une chose pour finir, je crois que vous ne parlez pas de genre, mais de sexe. Ce n'est pas des catégories de genre, mais de sexe que vous utilisez. Mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Alors, qui commence? Merci déjà pour votre intervention. Merci beaucoup. Par rapport aux catégories
de sexe. C'est vrai que comme on avait pris la possibilité de mettre autre pour les personnes qui ne se définissent pas par rapport au sexe classique, femme, masculin, du coup, on avait quand même pris cette possibilité, même s'ils ne sont pas nombreux à avoir répondu. Donc, on a préféré prendre genre parce qu'il y avait quand même cette considération-là diverse. Par rapport aux autres questions, la plupart de nos questions étaient ouvertes, donc laisser la possibilité aux étudiants de répondre sur les raisons ou pas de leur vaccination. C'est-à-dire que ce n'était pas des questions fermées. Donc, s'ils avaient la possibilité d'expliquer, par exemple, comme vous avez parlé de la variable des personnes mortes dans l'entourage qui pourraient pousser à se faire vacciner, ils pouvaient le préciser également. Et c'est quelque chose qu'on aurait, du coup, trié et effectué sur une variable précise. Mais ce n'est pas quelque chose qui n'est revenu. En fait, dans les questions, on a eu des réponses très longues, comme on a eu des réponses très courtes. Donc, on a tout trié, les 400 réponses. Et en fait, ce n'est pas revenu. C'est comme vous avez parlé d'une autre variable juste avant. Je ne me rappelle plus, je suis désolée. D'avoir soi-même des problèmes de santé, d'être concerné, ou les médias sociaux, ou la religion, ou la... Enfin... Il y avait la croyance, c'était revenu et ça a été trié sous une catégorie. Du coup, c'était la liberté, il me semble, de choisir. Il y avait croyance, ça reprenait plusieurs catégories là. Mais pareil, par rapport aux problèmes de santé, ça revenait souvent sous le protection. Donc, c'était la raison principale pour se protéger. Parce que concerné, parce que problème de santé personnelle, etc. Donc, ça revenait et c'était trié. Après, on a voulu vulgariser, entre guillemets, les grandes données. C'était 400 étudiants. Donc, c'est vrai que sinon, notre graphique aurait été assez illisible, je pense. Mais c'est vrai que, du coup, on a trié les données. Et ça se retranchait, du coup, dans ces catégories-là. Donc, on a pris en compte ces données. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à la variable des morts dans l'entourage, ce n'est pas revenu. Donc, on ne pouvait pas le rajouter parce que ce n'est pas revenu, en fait, tout simplement. Et par rapport, je pense que c'est à peu près tout. Par rapport aux premières remarques de fonctionnement, c'est vrai que je ne sais plus exactement. Désolée, comme je réfléchissais en même temps. La représentativité. Mes premières questions, c'était sur la représentativité par rapport à l'université et pas par rapport à la population générale. Donc, si je peux me permettre de répondre à une partie de votre question, étant donné qu'Océane a déjà répondu à certaines autres parties. Sur la prise en compte de la représentativité de notre échantillon par rapport à la population guadeloupéenne. Je comprends parfaitement votre analyse, mais effectivement, l'université et les étudiants s'inscrivent dans un contexte et nous avons voulu ramener un peu cet échantillon à un contexte plus global de la population guadeloupéenne. Cela nous permet, d'une certaine manière, de considérer également le caractère spécifique de cette population universitaire qui, effectivement, montre certaines différences en termes de proportion, de catégories socioprofessionnelles, de répartition par rapport à l'université ou à l'ensemble de la population guadeloupéenne. Il y avait cet élément et puis il y avait un impact aussi sur l'analyse elle-même des motifs. Par exemple, quand on considère la part de retraités ou la part de l'âge des parents ou l'âge des étudiants, effectivement, en raison du contexte de la campagne vaccinale qui était d'abord axée sur les personnes âgées et surtout la volonté, quand on voit que le principal élément, la principale cause des étudiants favorables à la vaccination, au pass sanitaire, était de se protéger et protéger les autres, avec la proportion de personnes âgées, aussi bien parmi les étudiants que parmi leurs parents, on pouvait faire une corrélation avec cette importance dans les raisons et dans les motifs de la vaccination des étudiants eux-mêmes. Voilà, pour ce qui est des CSP, des retraités. La santé a déjà été évoquée. Vous avez parlé de l'accès à l'information en termes d'influence. Effectivement, ça a été classé dans la catégorie autre, puisque les étudiants n'ont pas spécifiquement mentionné les réseaux sociaux, mais certainement, quand on parle de confiance dans les autorités, confiance, effectivement, on peut
c'est toujours par rapport aux informations que l'on a. Et puis, pour ce qui est d'analyser l'influence même inconsciente des étudiants, cela relève d'un niveau et d'analyse de données que nous n'avions pas effectivement dans notre enquête. Mais effectivement, la remarque est tout à fait pertinente et il y a des points de psychologie qui pourraient intervenir dans le choix des étudiants, mais nous sommes restés vraiment sur une dimension sociologique avec des données de base qui, après, peuvent être analysées par des professionnels de la psyché. Je vais vous quitter, je suis désolée, je vous prie de m'excuser. Je voudrais juste finir en vous disant que quand même votre résultat qui montre que 47% des étudiants, voire 48% quasiment, ne sont pas vaccinés, c'est quand même énorme. Qu'un des facteurs, c'est peut-être qu'ils ont été malades, parce que souvenez-vous qu'à cette époque, il y avait beaucoup de jeunes, la prévalence chez les 18-30 ans était énormissime, et donc le fait d'avoir été déjà infecté pouvait expliquer de ne pas être vacciné. Et juste finir en vous disant que il y a une diapo sur la représentativité qui montrait un gros écart de plus de 10 points entre votre échantillon et la population, et pourtant vous en concluiez à une représentativité. Donc je pense que là, il faut juste faire attention. Mais voilà, merci beaucoup. Je vous laisse, mais vraiment, merci beaucoup. Alors, merci de vos questions. Peut-être qu'Anaïs, tu voulais dire quelque chose? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une autre question dans le chat. Ah, il y a une autre question dans le chat. Il y a une main levée, en tout cas. Très bien. Dans ce cas, cette personne peut s'exprimer. D'accord. Donc, de l'île d'Iman-Ténor, je précise que j'étais cadre à l'INSEE Guadeloupe, Antilles-Guyane plutôt. Je renouvelle mes félicitations à tous ces étudiants qui ont fait cet énorme travail parce que je mesure en connaissance de cause ce que ça représente comme boulot. Et évidemment, je remercie et je félicite également ceux qui les ont accompagnés. C'est un très beau travail qui rend compte, à mon sens, du niveau actuel de notre université que l'on a tendance quelquefois à décrier. Mais moi, je peux mesurer le chemin parcouru puisque je suis parmi les fondateurs. Ah, notre intervenante, notre auditrice a eu un problème de connexion. Ben, en attendant qu'elle se reconnecte, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Alors, dans le chat, les étudiants ont-ils bénéficié d'un soutien méthodologique d'épidémiologistes pour faire le design de cette étude et exploiter les données? Alors, la réponse est non. Nous avons fait cette enquête nous-mêmes, en toute autonomie, en toute indépendance. Sera-t-il possible de visualiser a posteriori la conférence? Oui, elle sera sur la chaîne YouTube du CAGI dès ce soir. Il y a un compte-rendu écrit des conclusions. Est-ce qu'il y aura un compte-rendu écrit des conclusions? Ce sera en fait la vidéo elle-même. Vous pourrez… On a un rapport qui pourra être transmis. Il y a un rapport, en revanche, que nous avons déjà réalisé et qui sera publié. Donc, si c'est ce que vous entendez par conclusion, oui. Merci pour vos félicitations. Merci encore pour vos félicitations. Des questions. Alors, j'ai des questions. Alors, elle dit qu'elle n'a peut-être pas, oui, il dit qu'il n'a peut-être pas été suffisamment attentif, mais pouvez-vous m'en dire plus sur la manière dont a été administré votre questionnaire? Oui, nous pouvons volontiers. Alors, le questionnaire a été diffusé par des canaux administratifs, c'est-à-dire le mail étudiant. Et donc, nous avons diffusé le questionnaire à l'ensemble des étudiants du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles. Et nous avons laissé un certain temps pour qu'ils répondent. Il faut savoir que les réponses sont anonymes, ce qui rend impossible techniquement de réinterroger les mêmes étudiants, sans compter que ce ne seraient plus les mêmes données puisqu'ils ont déjà évolué, changé d'année
Entre-temps, certaines ne sont peut-être plus à l'université, etc. Mais voilà, c'était un questionnaire diffusé en ligne, accessible à tous les étudiants de l'Université des Antilles via leur boîte mail institutionnelle. Alors, par voie électronique, en effet, donc par mail. En face, non, pas du tout. Il n'y a pas eu de contact direct avec les étudiants. À quel moment? C'était sur la période de septembre à octobre. Pensez-vous que l'échantillon ainsi recueilli pourrait présenter des biais liés au fait que les personnes ayant répondu sont celles qui sont les plus mobilisées sur cette question de la vaccination? D'où, en fait, l'analyse de la représentativité par composante, par âge, par niveau d'études et par genre, c'est-à-dire sexe féminin, sexe masculin. Et du coup, on a conclu à cette représentativité car les proportions étaient analogues, similaires. Les trois facultés SJE, médecine, Seine étaient les plus représentées et sont également les plus peuplées au sein du pôle Guadeloupe. La catégorie 18-25 ans était la plus représentée. À 3% près, on avait exactement les mêmes proportions dans notre enquête. Et en termes de répartition par niveau d'études, on avait également des analogies. Ce qui fait que notre échantillon était considéré comme représentatif et donc notre enquête gardait son label scientifique et donc était exploitable par notre laboratoire. D'autres questions? Alors, une autre question. Avez-vous des éléments qui vous permettent, là aussi, de mesurer la représentativité de ce résultat? Je m'interroge en effet sur la proportion forte d'étudiants vaccinés dans votre échantillon. En fait, les étudiants ont répondu aux questions. Nous avons simplement constaté qu'il y avait une majorité de vaccinés, mais cela nous a permis aussi de mettre en exergue que cela n'impliquait pas que parce qu'ils étaient vaccinés, qu'ils étaient nécessairement favorables au pass sanitaire et encore moins à la vaccination obligatoire, comme on a pu le voir. Donc, effectivement, nous ne faisons pas les réponses, mais nous les analysons. Petit commentaire. Alors, juste, excusez-moi, je vais peut-être préciser ma question. Je suis désolée parce que j'interviens dans d'assez mauvaises conditions, donc je ne peux pas allumer la caméra et j'avais privilégié le chat. Mais vous m'entendez, pardon? Oui, oui, tout à fait, on vous entend. Ouais, ok. Donc, simplement, c'est un truc qui est classique dans les enquêtes, c'est-à-dire que les personnes qui répondent quand elles ne sont pas forcées de répondre, c'est des personnes qui peuvent être effectivement plus mobilisées sur une question, plus intéressées et donc plus prêtes, davantage prêtes à consacrer du temps à une enquête, en fait. Donc, ce n'est pas du tout un reproche méthodologique, hein, mais simplement, après, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et de ce point de vue-là. Et ça rejoint, en fait, les interventions là, de Stéphanie. Je l'ai dit d'une façon un peu différente, mais parce que Stéphanie Mulot pointait au contraire le fait qu'elle trouvait que le taux de vaccination était bas, mais je pense qu'il était quand même très bas aussi dans la population guadeloupéenne de façon générale à l'époque, et on sait par ailleurs que la vaccination pour les plus jeunes a commencé plus tard, enfin a été ouverte plus tard, donc moi j'avais le sentiment quand même que ce niveau de vaccination était relativement important pour l'époque, mais voilà, ce serait intéressant, je pense, si vous êtes amené à publier les résultats, d'avoir des éléments qui permettent de réfléchir à ça. Où en était le niveau de vaccination de cette catégorie d'âge, par exemple, à l'époque? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas estimer, mais c'est juste quelque chose voilà, qu'on dit et qu'on ne peut pas régler nécessairement en soi, mais ça peut nécessiter à un moment quand même de dire que peut-être l'échantillon a renvoyé à des personnes qui étaient des personnes intéressées par cette question de la vaccination. Ça peut jouer dans les deux sens, hein. Ça peut être à la fois des gens qui sont plus vaccinés que la moyenne ou des gens qui le sont moins et qui sont très anti-vaccination sur le Covid. Donc voilà, et c'est normal, mais ça nécessite à un moment simplement de discuter, d'y réfléchir en ayant un point de comparaison. Enfin, un ou des points de comparaison. Et donc, ça rejoint la question d'avant. Je pense vraiment, moi, j'insiste sur le fait que ce serait hyper intéressant que vous ayez des statistiques que vous récupériez. Elles sont disponibles à l'université. Elles ne sont pas publiées, mais il y a des services qui peuvent vous les fournir au sujet de quelles sont les catégories socio-professionnelles chez les parents des étudiants. Et comme ça, vous pourrez comparer effectivement votre population, votre échantillon d'étudiants avec l'échantillon global des étudiants du pôle Guadeloupe, et ça vous permettra de voir s'il est représentatif ou pas, s'il y a des biais ou pas. Voilà, c'était juste ça. Merci à vous en tout cas aussi
Je le disais dans mon premier commentaire, mais voilà, bravo pour votre travail. Oui, merci pour votre commentaire. Il y a une intervention dans la salle, mais parce que un pays a un pays a conduit à chercher la migration des échantillons par rapport à la population. Mais il y a une grande importance de travailler à ça. Parce que dans ce pays, de 4 ans, pour pas tous les monde si c'est qu'on a là, il va poser des questions si ça ne se pas. Mais plus souvent, il va cibler les étudiants parce qu'ils vont considérer qu'ils n'ont pas réfléchi. Et là, il y a une catégorie qui ne veut pas carnaval parce qu'ils vont estimer en masse. Mais c'est important d'être à 400 étudiants qui viennent de positionner sur l'obligation sanitaire. Et ça a apporté des réponses parce que il y a quand même pourquoi je ne dois pas impliquer, mais ça doit faire a montré quand même que l'Union a vu. Et c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je ne sais pas s'ils ont entendu, mais en résumé, il disait que notre enquête a permis de montrer que les étudiants avaient un avis sur la question, car on ne nous avait pas beaucoup entendu à l'époque. Et c'est important que nous nous exprimions à travers ce travail. Il y a encore des questions sur une passion. Alors, il y a encore des questions. Dis-donc. Il y a Thierry Tassius qui lève la main. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, Thierry Tassius. Je vous en prie. Je vous en prie. Le micro est coupé, hein, donc on ne peut pas vous entendre. Thierry, je ne t'entends pas. Oui, bonjour à tous. Alors, je tiens d'abord à remercier les collègues du CAGI d'avoir réalisé cette enquête très intéressante et surtout de s'être intéressé à ce sujet parce que peu l'ont fait depuis 2-3 ans, j'ai l'impression quand même, à s'intéresser à ce sujet majeur quand même. Donc, je vous remercie pour cette enquête qui est très éclairante. Alors, moi, il y a un point qui m'a fait tilter et sur lequel j'aimerais, comment dirais-je, insister, c'est le fait que vous ayez constaté une corrélation entre les CSP+, et ce que vous avez appelé la confiance dans les autorités de santé. Il me semble que c'est bien cela que vous avez utilisé comme expression. Et là, ce qui m'interpelle, c'est le fait que finalement, quelles que soient les catégories sociales professionnelles, tout le monde était ignorant vis-à-vis de cette vaccination. C'est-à-dire que les seules personnes qui savent quelque chose de cette vaccination ARN messager, ce sont les personnes qui ont réalisé les études. Et encore, vous qui êtes scientifique, vous savez bien que parfois, si même on sous-traite les données, c'est-à-dire si on n'a pas des matériaux de première main, comme on dit, eh bien, on est déjà un peu moins informé que celui qui a les matériaux, entre guillemets, de première main. Ce que je veux dire, c'est qu'a priori, tout le monde est ignorant devant la vaccination à ARN messager et pourtant, certains apparemment, d'après votre enquête, ont plus fait confiance à cette vaccination à ARN messager que d'autres. Donc, c'est sur cette notion de confiance que je pense qu'il y a, alors peut-être pas vous, nous sommes d'accord, mais c'est un tremplin, qu'il y a des questions à se poser. Pourquoi les CSP+, feraient plus confiance à cette nouvelle technique de vaccination, puisqu'on parle de vaccination, mais c'est quand même une nouvelle technique de vaccination, d'accord? Donc, pourquoi les CSS+ feraient plus confiance à cette technique que d'autres, en sachant que de toute façon, tout le monde est ignorant. Et là, il me semble qu'il y a des choses intéressantes qui pourraient être étudiées ou qui pourraient être mises en lumière. Voilà le point sur lequel, que je voulais partager avec vous. Merci encore pour ce travail. Merci.
Merci Thierry pour ta question. Alors, tu veux répondre? C'est vrai qu'on a croisé la variable des CSP+, par rapport au statut vaccinal, mais pas forcément par rapport à la confiance aux autorités. Dans le sens où la confiance aux autorités, ça a été surtout des données. Est-ce que vous faites confiance? Oui, non. Et on l'a croisé avec le statut vaccinal. Est-ce que vous êtes vacciné? Et est-ce que vous faites confiance aux autorités ou pas? Donc, en fait, finalement, on n'a pas dressé de portrait type des CSP en fonction de la confiance aux autorités. Chose qui peut être fait aussi par rapport à nos données, mais c'est vrai que ce n'est pas ça qu'on a voulu mettre en avant, en tout cas par rapport aux confiances aux autorités, parce qu'on a plus voulu croiser ça en fonction du statut vaccinal. Donc, peut-être que c'est quelque chose à approfondir dans une autre enquête ou à voir ultérieurement, mais voilà. Après, j'entends très bien ta question, Thierry, parce que dans une certaine mesure, quand on dit qu'en fonction des CSP, on a remarqué qu'il y avait une attitude par rapport à la vaccination un peu plus favorable, donc tu peux en déduire qu'il y a une certaine confiance, mais le tableau croisé, justement, qui met en exergue la confiance et le statut vaccinal montre que la confiance n'implique pas nécessairement la vaccination et l'absence de confiance n'explique pas non plus l'absence de vaccination. Donc, effectivement, on ne peut pas tout de suite faire une corrélation directe entre statut vaccinal et confiance en autorité, même s'il est très cohérent, et le tableau le montre d'ailleurs, qu'il y a une beaucoup plus forte proportion d'étudiants faisant confiance aux autorités et également vaccinés que d'étudiants ne faisant pas confiance aux autorités, mais également vaccinés. Mais d'un autre côté, le tableau commenté par Océane l'a montré, c'est que d'un point de vue purement numéraire, ils étaient au même niveau, au même nombre. Et donc, il y a des proportions par catégorie, mais ça ne fait pas le nombre de vaccinés ou le nombre d'étudiants s'abstenant. Donc, ça peut paraître un peu… je comprends qu'on puisse faire des parallèles qui peuvent sembler logiques, mais c'est justement l'intérêt de notre analyse par croisement, statut, confiance, catégorie socio-professionnelle et statut. Ça montre qu'il n'y a pas forcément de lien direct. Et même au sein des statuts des catégories socio-professionnelles, on a remarqué des petites exceptions, par exemple chez les agriculteurs, où on pouvait observer un plus fort taux de vaccination. Mais encore une fois, c'est l'exception qui confirmerait la règle. Et on a dégagé de grandes tendances, mais vous verrez sur les tableaux et lors de la rediffusion ou de la reprise de cette enquête qui sera sur la chaîne KJ, eh bien qu'effectivement, il y a des exceptions au sein des grandes tendances notées. Donc, vraiment, il n'y a pas de lien de cause à effet direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. La confiance aux autorités n'oblige pas par rapport au statut vaccinal. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je vois des félicitations. C'est Stéphanie Mulot qui insiste sur le point de l'absence de vaccination chez les jeunes. Alors, ce qui est intéressant, on a déjà… Voilà. On en avait reparlé, je pense que c'était un complément par rapport à l'intervention. Et il y avait une catégorie pour les jeunes qui avaient le vaccin en cours ou qui l'avaient déjà eu, en fait, finalement. Donc, ça se retrouvait dans certaines de nos variables, dans certains de nos graphiques. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait déjà… On a traité la question. Et notre enquête, on le voit bien, elle est un peu… elle est vraiment dans l'axe médian des attentes, puisque d'un côté, Mme Mulot fait remarquer qu'elle est surprise par le faible nombre de vaccinés, si j'ai bien compris Mme Mulot. Et de l'autre côté, l'intervention qui suivait était surprise par le grand nombre de vaccinés, puisqu'à l'époque, il y avait un très faible nombre de vaccinés chez les jeunes. Donc, on voit bien que finalement, on est vraiment dans l'axe médian, puisque les attentes sont de part et d'autre de cet axe.
Et bien, en fait, c'est tout simplement les réponses au questionnaire. Est-ce que je peux reprendre la parole? Alors, quelqu'un souhaite reprendre? Oui, Madame Hulot. Je suis revenue. J'ai pas pu vous C'est quitter. très bien, merci de nous honorer. J'ai pas pu vous quitter. Non, mais parce que j'ai entendu, je suis désolée que Dina ait été coupée parce que j'aurais aimé l'entendre, mais je crois que c'est Maurice Lurel qui est dans la salle, c'est ça, qui a pris la parole? Ah oui, il a dit qu'il vous connaît très bien, d'ailleurs. Oui, ok. Non, et puis je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Thierry. On peut poser la question à l'inverse de celle qu'a prononcée Thierry, c'est-à-dire la question qu'il pose, c'est pourquoi les CSP+ font plus confiance, mais on peut se demander aussi pourquoi les CSP- font moins confiance. Et c'est vraiment ces deux questions parallèles, mais c'est toute la question des inégalités sociales de santé, c'est toutes les questions des inégalités sociales dans l'accès à l'information, dans l'exposition à la maladie, dans la familiarité avec le système de soins, dans la capacité à négocier des relations avec les médecins, dans la capacité de comprendre les informations médicales. Et puis, ça soulève, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça soulève aussi la question de quelles informations on dispose, à quoi sont exposées les catégories, les CSP- en termes d'informations, et quel type d'informations. Et on sait que tout ce qui a été propagande anti-vaccinale a beaucoup circulé dans les CSP- par les réseaux sociaux, que les CSP+ ont été peut-être plus en recherche d'informations écrites, scientifiques, ou avec un filtre parfois un peu plus grand concernant toute la propagande anti-vax. Et sur ce point, je voudrais juste vous conseiller de regarder, il y a une enquête qui a été faite au niveau national, y compris dans les Outre-mer, dirigée par Nathalie Bajos, qui s'appelle EPICOV, et qui met en évidence le fait que comment dire, qu'il y a un lien entre enfin, il n'y a pas un lien, on constate parallèlement un faible taux de vaccination et une très forte déclaration de manque de confiance dans les autorités dans certains départements, que le département au niveau national qui se distingue par le plus haut taux de manque de confiance, c'est la Guadeloupe, et aussi par la plus forte mortalité. Et l'interprétation des chercheurs, c'est de dire que les personnes qui sont le moins en confiance avec les autorités sont celles qui en souffrent le plus. C'est-à-dire celles qui ont fait l'expérience des discriminations ou celles qui sont exclues en termes de citoyenneté ou celles qui remettent en question la question de l'égalité des citoyens parce qu'elles n'ont pas accès aux mêmes droits ou elles ont l'impression de ne pas être reconnues comme des citoyens à part entière. C'est difficile de leur demander d'avoir confiance dans des autorités quand elles-mêmes se sentent discriminées par ces autorités. Mais c'est une interprétation, il y en a d'autres. Eh bien, si je peux me permettre de vous répondre, ce sont justement des réponses qu'on a eues au cours de notre questionnaire, dans la mesure où, comme on l'a dit, c'était des questions ouvertes. Et donc, je l'ai évoqué à un moment, donc c'était des réponses qui étaient minoritaires, mais dont les étudiants parlaient, qu'on a regroupé dans la catégorie qui était traitement différent donc des DROM en l'occurrence, où justement ces personnes-là faisaient écho aux discriminations ou aux événements passés. Donc, pendant la période de la crise sanitaire, beaucoup en fait remettaient en cause l'ouverture, notamment donc des aéroports, malgré donc les forts taux donc de contamination pendant cette même période. Il y avait également une remise en cause du fait qu'on se posait uniquement les questions une fois que la population de la France hexagonale, en l'occurrence, avait été concernée par rapport à la chaleur et le port du masque, l'effet de l'alcool sur la peau par rapport au soleil, etc. Et donc, du coup, ce sont des choses qui sont revenues en minorité, certes, mais qui avaient été mentionnées, qu'on a jugées intéressantes, puisque forcément, c'est pris en compte par ces étudiants. Donc, c'est ce qui joue justement, comme vous le disiez, en cet accord de confiance ou non vis-à-vis de ces autorités compétentes. Oui, puis votre catégorie défaillance des autorités là, est très importante. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un focus à faire sur ça. Hein. Oui. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais vraiment, c'est passionnant. Et je vous dis, vous allez trouver un écho à votre travail dans l'enquête nationale qui... Voilà, enfin, il y a un écho, il y a un miroir, il y a un focus que vous faites par rapport à des choses qu'on voit au niveau national. Donc, voilà.
Félicitations. C'est pour ça que je suis revenue. Mais là, c'est gentil, c'est gentil, Madame Melo. À bientôt. Je suis en Guadeloupe la semaine prochaine. Je vous verrai avec plaisir. À bientôt. Partagez, plaisir partagé. Au revoir. Il y a une autre question? Comportement vaccinal. Oui, comportement vaccinal Covid qui se différencie du comportement vaccinal général. Oui. Comportement vaccinal Covid qui se différencie du comportement vaccinal général. C'est une question? Après, je pense que c'était un commentaire, je pense, de la part de Camille. Après, l'étude était portée sur la COVID-19. Oui, donc oui, je pense que c'est un commentaire, comportement vaccinal Covid qui se différencie du comportement vaccinal général. Et c'est vrai que, par exemple, on n'a pas voulu comparer les taux de vaccination des grandes maladies, par exemple des vaccinations obligatoires pour les enfants, etc. C'est vrai qu'on a vraiment différencié parce que, comme a dit Thierry Tassus, c'était vraiment une nouvelle façon de vacciner qui est arrivée subitement, qui a été imposée aussi par rapport à de nombreuses choses. Mais du coup, c'est vraiment très différent par rapport à la vaccination en général de toutes les maladies, par exemple infantiles, et le comportement vaccinal Covid. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment porté notre étude uniquement sur le comportement vaccinal Covid, sans vouloir, par exemple, différencier le pourcentage des vaccinations sur d'autres maladies, etc. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Présent. En ligne, pas d'autres questions? Alors, Anaïs, pour la conclusion. Voilà, du coup, merci à tous de toutes les interventions qui ont eu lieu, celles des étudiants, celles des personnes dans la salle, dans le chat. Et du coup, nous allons conclure notre manifestation et on vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci à tous. Merci.